Salut à tous, salut les bichons, bienvenue pour ce nouvel Instant Pro. Aujourd'hui, on est en plein mois d'avril, mais je vous jure que c'est pas un poinçon. On reçoit nos copains de chez April. Salut, comment vas-tu? C'est Romain. Ah, vous avez reconnu une voix là. Je l'ai pas présenté, mais vous avez reconnu la voix de Fred. On va quand même présenter honneur aux dames. Hein. Je suis désolé, on a un peu spoilé en t'entendant, mais Hayat, est-ce que tu veux bien te présenter? Parce que toi, je crois pas que tu sois de chez April. Non, je suis pas de chez April, mais je suis pas très loin. En fait, je suis directrice d'une fondation qui s'appelle Entrepreneurs de la Cité et qui aide des créateurs d'entreprises à s'assurer. D'accord, tu es sur en gros une aide pour les personnes qui savent pas trop comment s'installer, quoi. Voilà, en fait, on aide des personnes qui, à la base, ont des difficultés en fait, à s'insérer dans l'emploi. Donc, des chômeurs de longue durée, des personnes qui sont en situation de handicap, ou alors des jeunes de quartier qui ont peut-être certaines difficultés à trouver un emploi. Et en fait, on les accompagne sur leur accès à l'assurance professionnelle et notamment, on les accompagne sur l'assurance construction avec April. Voilà, vous avez un partenariat avec April, justement, vous travaillez main dans la main sur ça, quoi. Voilà, on travaille depuis 2012. En fait, c'est notre anniversaire des 10 ans de partenariat avec April. Et avec eux, effectivement, on fait en sorte que des personnes en difficulté qui veulent devenir entrepreneurs dans le bâtiment puissent s'assurer plus facilement. Ok, bon, c'est clair. Bon, vous l'avez déjà entendu, mais il me semble que vous reconnaîtrez la voix. C'est Fred. T'étais déjà là au dernier Instant Pro. Hein, maintenant, fais gaffe, les bichons te connaissent. Redis-nous un petit peu qui tu es, que tu fais. Oui, je vais faire rapide. Hein, donc, je m'occupe du marché construction chez April. Et April, en fait, c'est le premier courtier grossiste français. Et effectivement, qui a une forte notoriété dans l'assurance construction. Et on travaille, comme tu le disais, Aya, depuis 10 ans ensemble, la main dans la main pour accompagner de jeunes entrepreneurs, en tout cas, ou des gens en difficulté qui veulent s'installer. Voilà. Oui, parce que c'est ça qui est important. C'est qu'il n'y a pas que des jeunes en difficulté, justement, ou des chômeurs de longue durée. Ça peut aussi, ton association ou fondation, tu m'as dit, ça peut aussi fonctionner avec un salarié qui dit moi j'en ai ras-le-bol, je veux me reconvertir. Alors, oui et non. En fait, ça peut fonctionner à partir du moment où le salarié, pour créer son entreprise, il va se faire accompagner par une association qui est partenaire d'entrepreneurs de la cité. Parce qu'en fait, les solutions d'assurance, notamment décennale et autres, hein, on a aussi de l'assurance prévoyance et une complémentaire santé, en fait, elles sont à des prix sociaux et solidaires. Donc, c'est vrai qu'elles sont destinées à un public quand même qui est un petit peu en difficulté. Et donc, ça, c'est nos partenaires associatifs sur le terrain qui, en fait, construisent le projet entrepreneurial avec le salarié ou le chômeur futur entrepreneur et du coup qui nous les envoie. Et qu'est-ce qui peut pousser un jeune ou un moins jeune à se lancer dans l'auto-entrepreneuriat justement ? Alors, nous, on a fait une étude. Nous, on a assuré à peu près 8000 entrepreneurs depuis 2007, qui est l'année de notre création. Et en fait, quand on fait des enquêtes, il y en a la moitié qui disent qu'effectivement, ils se sont lancés parce que c'était un rêve un peu de gosse. Hein. Donc ça, c'est vraiment la moitié qui disent que le contexte a fait qu'ils se sont dit « Allez, je me lance ». Et il y en a une autre moitié, c'est plutôt parce que, comme ils étaient chômeurs de longue durée, parce qu'ils ont plus de 50 ans, ou qu'ils sont en situation de handicap et qu'ils ont beaucoup de difficultés à avoir un boulot salarié, et du coup, ils se sont dit, je crée mon propre emploi. Oui, ça part souvent d'un constat, soit on a quelque chose qui ne nous correspond pas sur le marché, on n'est pas à l'aise avec la hiérarchie ou avec différentes choses, mais ça vient aussi du fait qu'on se dise, écoute, j'en ai marre, j'ai envie de me lancer, mais ça implique quoi? Parce que si tu veux, en France, j'ai l'impression qu'on est un peu réfractaire au fait de prendre un peu des risques, tu vois, un peu moins à l'américaine. C'est quoi? On prend des risques en se lançant réellement? Parce qu'il y a plein de gens qui veulent être auto-entrepreneurs, il y en a très peu qui franchissent le pas. Auto-entrepreneur ou entrepreneur tout court, hein, je dis pas auto pour les autos, mais on prend un risque réellement
ou pas quand on se lance à son compte? Alors, on prend des risques même, hein, ça c'est une réalité. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la France, c'est quand même un paradis pour devenir entrepreneur. On ne le dit pas assez. Mais en fait, il y a beaucoup Ça fait plaisir d'aides. de l'entendre. Ça. Mais oui, je le dis, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en 2021, on a eu 990 000 créations d'entreprises. Donc, aujourd'hui, la France, c'est vraiment une terre d'entrepreneuriat. Et il y a beaucoup d'aides des conseils régionaux, des départements, de l'État, des associations d'accompagnement à la création d'entreprises qui sont là effectivement pour justement éviter tous les risques de l'entrepreneur. Parce que c'est vrai que quand on est salarié, on ne s'en rend pas compte, mais on est protégé par des assurances de son employeur. Donc si on crée des problématiques, etc., c'est pas nous qui payons. Et c'est vrai que le passage à l'entrepreneuriat, c'est vrai que il y a pas mal de risques, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures en France qui peuvent accompagner là-dessus. Et Fred, Ayat vient de nous dire, il y a 990 000 boîtes qui ont été créées, si je ne dis pas de bêtises, en 2021. C'est quoi par rapport aux différentes années? C'est plus qu'avant? C'est un effet Covid? C'est un effet j'en ai ras-le-bol de mon boulot et du télétravail et je veux me mettre à mon compte? C'est quoi ça? Alors je pense qu'il y a eu un effet Covid où les gens se sont reposés en fait en se disant là qu'est-ce que je peux faire demain, et ça a été un moment où on s'est tous un petit peu interrogés sur notre vie finalement. Donc oui, il y a eu on voit bien qu'il y a eu plus d'entreprises au sens large qui se sont créées ces 2 dernières années. Ça n'a rien à voir d'ailleurs avec le fait qu'on soit auto-entrepreneur. Oui, peu importe. Voilà, c'est vraiment la création d'entreprises a explosé. Alors déjà, moi, je suis très admiratif des gens qui se lancent dans l'entreprise parce qu'il faut être courageux, parce qu'effectivement, ce que tu dis à Ayat, c'est... voilà, c'est un parcours du combattant. C'est un vrai Ton boulot, il sert à quelque chose. Il n'y en a pas assez, je te jure, mais il sert à quelque chose. Mais je crois que tu connais bien ça aussi, Romain. Et voilà. Et effectivement, après, il faut effectivement qu'on puisse les accompagner, mais... des associations ou des fédérations ou même des assureurs d'ailleurs qui puissent les accompagner là-dedans et là on voit bien qu'il y a une effervescence en ce moment de gens qui se disent allez j'y vais, je passe le Rubicon et puis je me lance dans cette nouvelle activité pour moi. C'est pas mal. Voilà. Mais maintenant il y a effectivement c'est des risques. Mais pourquoi est-ce que les Français choisissent plus par exemple l'auto-entrepreneuriat a un statut d'SARL ou de URL? Alors, je n'ai pas les chiffres, mais on a l'impression qu'en fait, la tendance du marché, elle est plus à l'auto-entrepreneuriat avec ses avantages et ses inconvénients. Mais par exemple, l'auto-entrepreneuriat, c'est peut-être plus d'actualité, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était un sacré bazar pour trouver une assurance, quoi. Donc, c'est vrai. Alors, il y a eu effectivement, comme tu le disais, Romain, il y a eu un basculement. On voit qu'à un moment donné, depuis quelques années, alors Ayat aura encore les chiffres plus que moi, mais moi, ce que j'observe, on voit bien qu'il y a plus d'auto-entrepreneurs, de gens qui se créent sous ce format-là qu'il y a quelques années. Et je pense que c'est plutôt le premier pied à l'étrier ou la première marche dans le fonctionnement de mon entreprise. C'est rassurant, je pars sur un schéma relativement court. Nous, on le voit chez April, notamment April Construction, où on a des gens qu'on assure là, en janvier-février, qui dans 2-3 mois vont nous dire je change de statut, je passe soit en artisan, soit en nom propre, enfin, soit en SARL, URL, etc. Et très, très, très rapidement, c'est-à-dire que ça les a rassurés. Puis à un moment donné, comme tu le disais, tu poses 2-3 chaudières, la marge des 80 000 €, elle est dépassée, il faut passer à autre chose, quoi. Ouais. Et à un moment donné, il y a cette gymnastique-là qui s'engage et c'est plutôt pas mal. Et après, c'est effectivement... Mais c'est quoi? C'est parce qu'il y a plus d'aide? C'est vous, en tant que fondation, qui poussez à l'auto-entrepreneuriat plutôt qu'un autre statut? C'est quoi? Non, c'est pas tellement il y a plus d'aide, il y a un truc. Pourquoi les gens choisissent tous ça? C'est ce que disait Fred. C'est qu'il y a clairement 60% des 990 000, c'est des micro-entreprises. Ah oui, d'accord. Donc clairement... Micro et auto, c'est la même chose. Micro et auto, c'est la même chose. C'est l'ancien nom d'auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est l'ancien. Aujourd'hui, on a pris le nom du statut fiscal, de la micro-entreprise. Ah, pardon. Ouais. Excusez-moi, non, mais c'est bon. Non, je le prends. Oh, c'est bon, détendez-vous. C'est l'après-midi, cool. Pardon, excusez-moi. Non, pas de souci. Et donc les 60%, c'est des micro-entreprises. Et clairement, le phénomène, il va en s'accentuant. Donc je pense que c'est parce que c'est vraiment un statut qui permet de minimiser les risques, puisque tu as un délai de 3 ans avant de payer toutes tes charges, etc. Ouais, t'es pas exonéré, tu les décales. Tu les décales. Mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est que si tu fais 0 € de chiffre
d'affaires, tu payes 0 cotisation. Ouais. Et ça, c'est la grande Mais valeur par contre, tu payes tes charges sur ton chiffre d'affaires et non pas sur ton résultat. Oui, Donc, ah oui. si tu veux, le 12% par rapport au 40% ou 45%, je ne vais pas dire de bêtises, c'est pas spécialement... On a souvent cette image, moi, en tant qu'entrepreneur, de dire eh ben, les autos, tu vois, c'est la guerre, c'est pas bien et tout. Mais en fait, financièrement, pour eux, s'ils jouent le jeu et que tout est déclaré et que tout est fait correctement et tout, c'est pas spécialement rentable de faire un gros chiffre d'affaires en étant auto-entrepreneur, quoi. Alors, c'est pour ça, tu as complètement raison, hein, Romain. C'est pour ça que c'est un bon statut pour commencer, quoi. Ouais, c'est le tremplin, quoi. C'est vraiment le tremplin, c'est effectivement... Et ça peut aider psychologiquement à passer le cap, parce que comme administrativement, tu as très peu de procédures, c'est vrai que ça aide à passer le cap. Mais pour autant, c'est vrai qu'il faut faire attention parfois. C'est vrai que nous, ce qu'on constate, c'est parfois les gens vont presque un peu trop vite. Et donc, tu t'immatricules tout de suite et tu es tout content, tu as ton cabis, etc. Et puis, parfois, tu t'es pas posé assez de questions avant. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même certaines questions sur un petit business plan, et quelques questions comptables, assurance, etc. Où il vaut mieux quand même, avant l'immatriculation, il faut y avoir réfléchi. Alors, en parlant de ça, justement... Par exemple, moi, je suis en reconversion ou je suis chômeur de longue durée. Je veux me mettre à mon compte. Qu'est-ce que je fais ? La première étape, c'est quoi ? Je crée tout de suite mon cabis. Qu'est-ce que je fais ? Quelle procédure normale tu conseillerais à un bichon qui se lance, par exemple ? Alors moi, je ne conseillerais pas d'aller direct s'immatriculer. Ouais, ça, ce que tu viens de dire, c'est une bêtise déjà. Non, mais on a compris le message. Non, c'est parce que c'est vrai qu'il faut... Il y a pas mal d'aides, par exemple, de la région, d'aides publiques, d'accompagnement, en fait, qui sont là si tu es chômeur. Donc, si tu t'immatricules et que tu deviens entrepreneur, peut-être qu'officiellement, tu ne vas plus vraiment être chômeur. Donc, il vaut mieux regarder toutes les aides. Alors là, il y a par exemple, il y a un super site. Je te coupe, excuse-moi. Tu as des aides si tu es chômeur et tu n'as pas des aides si tu es en reconversion, par exemple ? Alors, ça serait encore un truc pour moi où on marche sur la tête. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut aller au chômage pour avoir le droit à des aides. Alors, t'en as si t'es en reconversion, mais c'est vrai qu'il y en a quand même un peu plus pour les chômeurs. Je suis désolé. Mais... C'est comme on est sur Bichon, on dit la vérité et moi, c'est ça la vérité. Honnêtement, je mets les pieds dans le plat là-dessus. J'ai ma grande gueule, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est pas normal. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on prioriserait quelqu'un qui est au chômage. Ça peut partir d'une bonne initiative, hein. C'est remettre quelqu'un dans le marché du travail, etc. C'est normal qu'il soit à la limite plus accompagné, je te dirais, mais qu'il y ait plus d'aide, pour moi, c'est pas tellement cohérent avec ce qu'on veut en faire, parce que le but, c'est de créer un entrepreneur. C'est de l'aider à créer son propre business, à gagner son argent, et je vois pas pourquoi le salarié qui change et qui fait ça, il doit être moins valorisé qu'un chômeur. C'est ça que... Oui, en fait, c'est que ça vient... Ça m'énerve. Non, mais je te comprends, Romain, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine différence et injustice là-dessus. En fait, c'est parti du constat que quand tu es salarié, comme tu as un salaire et que tu as des moyens, l'État partait un peu du principe que, du coup, tu avais quand même un minimum de fonds propres pour, par exemple, avoir un crédit de ta banque. Et c'est vrai que nous, par exemple, chez Entrepreneurs de la Cité, on s'occupe tout particulièrement des gens, en fait, qui, au moment de créer, tu vois, tu veux t'acheter ta camionnette, voilà, ton matos, tu as quand même besoin de 4-5 000 euros, par exemple. Ouais, et parfois, la banque, quand elle voit que tu es chômeur, elle te dit non. Et donc, le problème, c'est que tu as des difficultés parfois pour aller vers le crédit, pour acheter ton assurance, etc. Et donc, c'est vrai que les aides, elles ont été un petit peu... faites plus pour ces gens qui vont avoir des difficultés à financer le démarrage, quoi. Donc, je résume. Première étape, je vais voir les entrepreneurs de la cité, par exemple, et je vais vous voir pour savoir quel est mon business model, qu'est-ce que j'ai envie de faire déjà comme métier, comme activité, parce que les différentes activités avec les codes NAF, il y en a vraiment beaucoup. Donc, quelle activité je veux faire ? Ensuite, quel statut je choisis en fonction de ce que j'ai envie de faire comme entreprise. Ça, c'est toi qui les aides aussi pour faire ça. Et après, l'étape d'après, c'est quoi ? C'est tout de suite, je m'immatricule une fois que j'ai trouvé mon financement, machin, ou je prends mon assurance tout de suite.
Parce que tu vois, on a souvent cette image du gars qui monte sa boîte et qui commence les 2 premiers mois, clopin, j'ai pas trop d'assurance, c'est pas bien grave, ça va venir sur le tas. Voilà. Vous, chez April, je suppose que vous avez une solution, sinon on n'en parlerait pas. Hein, mais voilà, comment ça marche, voilà. Oui, alors c'est vrai que Frédéric en parlera mieux que moi hein, de pourquoi il faut absolument avoir une décennale quand tu te lances. Alors pour être tout à fait sincère, Entrepreneurs de la Cité, en fait nous on travaille avec des associations sur tout le territoire qui font l'accompagnement dont tu as parlé. Tu sais, l'accompagnement au business plan, qui font le financement, etc. Nous, on fait vraiment l'accès à l'assurance. Hein. Donc, on arrive en bout de chaîne. Que l'assurance, ok. Ouais, nous, on gère qu'une micro-assurance sociale et solidaire. C'est important de le préciser. Ouais, c'est important de le préciser. Mais en gros, le premier truc à faire, c'est d'aller sur le site soit de la BPI, soit de cci-lez.fr. Et en fait, sur ces 2 sites internet, tu as toutes les aides, toutes les associations qui vont pouvoir t'accompagner si tu ne sais pas faire tout seul ton business plan, qui vont te donner accès à toutes les aides de l'État. Okay. Et après, une fois que tu t'arriveras dans cet écosystème, c'est cet écosystème qui va te ramener à Entrepreneurs de la Cité. Alors après... Si les gens veulent aller direct sur le site d'Entrepreneurs de la Cité, ils sont carrément les bienvenus et nous, on peut tout à fait leur dire où il faut aller. Mais c'est vrai que voilà, il faut passer par ces assos. Et une fois qu'on a fait ça, Fred, tu vas nous dire, il faut une assurance pour bosser, on est d'accord? Je te dirais... Il faut, c'est obligatoire ou c'est facultatif? Si demain tu me dis, tiens, je change de voiture, très bien d'ailleurs la tienne. Si tu me dis, je change de voiture, la première chose que je te dirais, ok, t'as un permis? Tu me dis oui, évidemment. Et la deuxième chose, je te dirais, pour aller chercher ta voiture chez ton garagiste, est-ce que tu l'as assuré? Ton garagiste, si t'as pas ton permis et t'as pas d'assurance, le véhicule il sort pas de son garage. Hein. Ouais. Parce que c'est sa responsabilité. Eh bien, en assurance construction, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, un peu, hein. Ouais. Parce que tu peux sortir sans l'assurance. Tu peux sortir, mais c'est encore une fois, c'est comme monter dans un avion sans se demander s'il y a des parachutes. Et ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu peux le faire, oui, tu peux. Tu as des gens qui travaillent depuis 4, 5, 6 ans, 7 ans sans assurance en disant ça sert à rien, jusqu'au jour où il y a le problème. En fait, en assurance construction, comme en automobile, c'est des assurances obligatoires. Et sincèrement, c'est un peu joué avec le feu. Donc, ce qu'on fait effectivement avec ton association, Hayat, c'est qu'en fait, on fait tu disais c'est de l'assurance solidaire, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on fait des prix en fait cassés pour les gens qui passent par son association, pour leur dire voilà, on préfère qu'ils soient assurés. Au moins, ils ont cette tranquillité d'esprit. Mais c'est pareil pour toi. Demain, on en discutait tout à l'heure, tu veux changer d'assureur. Avant de changer de compagnie d'assurance, ce que tu vas faire, c'est déjà d'en trouver une autre. Puis quand tu l'auras trouvé, tu diras aux 2 autres ciao les garçons. Donc c'est bien obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Et voilà, le truc, la démarche, donc je repars. Une fois qu'on est immatriculé, on prend une assurance et ensuite on commence à bosser. Voilà. Fonctionnez pas, ça vous viendrait pas à l'idée de conduire votre bagnole et de l'assurer au bout d'un mois. Bah, c'est pareil. Alors, il y a des métiers où on prend peut-être moins de risques sur une assurance, mais ça reste une assurance. Et en fait, on ne se rend pas bien compte en tant que particulier ou en tant que pro du montant qu'il peut y avoir en dégâts quand on n'est pas assuré. Oui, puis c'est un truc tout simple. Tu regardes, on peut prendre une activité sur laquelle on pourrait dire un peintre intérieur, je refais mon salon. C'est de la taloche, enfin, c'est que du décoratif. On pourrait dire, ouais, c'est quoi mon risque, etc. Je suis d'accord, mais je viens juste voir des clients pour faire un premier devis. Enfin, juste déjà regarder en fait l'état du salon à repeindre. Je blesse quelqu'un, je fais tomber quelque chose, je suis en responsabilité. Si j'ai pas d'assurance, je suis tout seul. Alors, je casse quelque chose, un verre, c'est pas grave, c'est qu'un verre. Voilà, il peut y avoir d'autres dommages, je pense au corporel, qui peut être un peu lourd. C'est juste dommage de partir en se disant je me crée une épée de Damoclès. Et moi, le truc, depuis tout à l'heure, on parle d'effets un peu associatifs, d'effets pour aider un peu les gens à se lancer. Mais quand on parle de diplôme pour avoir une assurance, à chaque fois, la guerre, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que je vais avoir mon assurance? Parce qu'on en parlait tout à l'heure des nouveaux marchés dans lesquels on veut peut-être... Il faut que j'ai un diplôme, il faut que j'ai 10 ans d'expérience, il faut que j'ai été assuré pendant tant de temps. Tu sais, hein, les assureurs, comment ça fonctionne. On n'assure pas quelqu'un qui va faire n'importe quoi. Enfin, c'est logique, quoi. Oui, mais tu vois... pour moi, la plus belle des qualités, c'est l'expérience.
Tu me dirais, je suis plombier, j'ai un de mes collaborateurs qui bosse avec toi, Romain, depuis 10 ans, qui veut s'installer. Tu me dirais, Fred, honnêtement, prends-le, il n'a pas de diplôme, mais il a 10 ans d'expérience. Je dis, ça fait 10 ans qu'il bosse avec toi, donc normalement, il connaît son métier. Voilà, donc mais contractuellement, t'as pas besoin de diplôme. Alors, je lui demanderais, à minima, je lui demanderais son expérience. S'il a été salarié pendant 10 ans dans une boîte du BTP, 5 ans, je le prendrais. Après, j'ai des gens qui sont plus jeunes, qui ont, eux, un diplôme. Et après, il y a des activités, il y a des métiers qui sont quand même plutôt diplômants. En plomberie, pour reprendre ton métier, ou celui de Laurent, en menuiserie, tu as des CAP, tu as des activités en fait, qui sont quand même hyper encadrées. Et avoir quelqu'un qui a un CAP, un BP là-dessus, c'est quand même rassurant pour l'assureur. Oui, pour les banques, pour tout le monde. Mais par exemple, si on prend un jeune, on disait tout à l'heure, alors j'aime pas ce cliché du jeune de cité, mais si on prend un jeune qui a envie de monter sa boîte, parce que moi, le nombre de personnes, pour avoir habité pendant 25 ans au quartier, le nombre de types qui seraient excellents avec une boîte, mais à qui on donne juste pas l'opportunité, ils n'ont pas de diplôme. C'est cliché quand je dis ça, mais ils sont peut-être pas allés au CAP parce que ça les gonflait d'aller au CAP, etc. S'ils veulent se mettre à leur compte, ils arriveront pas à faire de la plomberie sans avoir de CAP, je suis d'accord. Mais par exemple, un gars qui a bossé 3 ans dans une boîte en tant qu'aide d'un collègue avec une mission locale ou n'importe quoi, est-ce que ce gars-là, il va pouvoir se faire assurer sans avoir le diplôme, tu vois, c'est là où c'est un peu... je mets les pieds dans le plat. Oui, mais t'as bien fait, mais c'est ce qu'on monte en fait avec Hayat, les dossiers que me pousse Hayat avec les entrepreneurs de la cité, c'est exactement ça, c'est de se dire, ok, ils ont un profil un petit peu atypique, mais ceux-là, parce que nous on les filtre en interne, on les valide, on les accompagne, allez, accompagnez-les. Et c'est notre rôle aussi... il y a une vocation quand même un petit peu sociale, de se dire on va les accompagner et puis on va les suivre. Et parce qu'en fait, on sait qu'on a un encadrement derrière. C'est pas, je dirais, quelqu'un qui a poussé la porte d'April pour dire tiens, j'étais boulanger hier, je veux faire ça demain parce que je préfère travailler le bois. Voilà. Quand ils passent par les fourches codines d'Ayat, c'est plus facile parce qu'on sait que tout l'accompagnement a été fait avant, financier, toute la partie fiscale, juridique, enfin toute la partie en tout cas. Même tu parles de business plan, c'est exactement ça. C'est que le gars, on sait qu'il a un modèle, il sait ce qu'il veut faire. Tant qu'il ne se lance pas sur des activités. Oui, bien sûr, mais c'est difficile. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le lien que vous avez entre April Construction et Entrepreneurs de la Cité, c'est ça. C'est que toi, en gros, tu leur... t'es là pour dire le gars que je vous propose, il est bien, il tient la route, il y a un truc, ça peut marcher, etc. Et toi, t'es là pour l'assurer. Ça, on a compris le système, mais du coup, tu pousses vraiment vers des dossiers qu'un assureur lambda n'aurait pas pris. C'est vrai qu'avec nous, April accepte en fait de faire des petites entorses, des exceptions. Par exemple, ils acceptent qu'un alternant, en fait, que ces années d'alternance en fait soient considérées comme de l'expérience professionnelle. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Voilà. donc c'est vrai que là-dessus, ils ont fait des efforts parce que ils savent effectivement qu'il y a un accompagnement et que du coup, c'est ce que tu dis exactement, c'est que quelqu'un qui se lance, voilà, s'il a travaillé dans un contexte et qu'il est bien sérieux, que ça vaut autant qu'un diplôme, et inversement, s'il n'a qu'un diplôme. Parce que tu vois, moi, je prends mon cas. Moi, j'ai fait des CAP, j'ai fait un BP. J'avais envie de me mettre à mon compte tout de suite à la sortie de mes diplômes parce que j'estimais que j'avais les compétences. Je les avais pas, mais j'estimais à l'époque et que je les avais. J'ai des copains qui l'ont fait, qui s'en sortent très très bien, aussi bien que moi, voire même mieux. Et pourtant, ils n'ont pas fait les 10 ans d'expérience que j'ai pris derrière. Donc, tu vois, c'est ça que je voulais dire. Il y a des jeunes, ils sont sur le tas, mais ils vont s'en sortir, ils vont en chier pendant quelques années, mais ça va tourner, quoi. En fait, il faut un bon mixte. En fait, il n'y a pas de vérité absolue, parce que sinon, tous les assureurs, on ferait une grille de lecture et on dirait... Tu mets ton risque sur lui. Voilà. Et c'est un peu, je dirais, la force d'April Construction, c'est que justement, ce que tu disais, on tord un peu parfois les règles pour dire, voilà, il faut donner aussi sa chance au produit. Et tu as des entrepreneurs, ils démarrent, je dirais, avec très peu d'expérience, mais ils ont un diplôme. Et effectivement, comme tu le disais, c'est des gens qui s'en sortent mais super bien. Et puis tu en as d'autres, ils ont de l'expérience, ils ont des diplômes, et ça n'ira jamais parce que ça ira jamais, parce que c'est pas leur profil. Ouais. Et qu'entrepreneur, quand je te disais tout à l'heure que moi, je suis toujours admiratif des entrepreneurs en règle générale.
Moi, je trouve faut être costaud pour se lancer là-dedans. Et nous, effectivement, on a cette capacité à leur dire, OK, Banco, vous y allez, on vous accompagne. Après, parfois, on se plante avec eux. Mais ça fait Après, c'est le jeu. rôle de l'assureur. Malheureusement, c'est le rôle de l'assureur. C'est ce que j'allais te dire. C'est peut-être pas très bon de dire ça, mais c'est comme un banquier. Il y a un moment, si les banquiers sont pas capables de prendre des risques, bah, personne les prendra, les risques. Il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de mettre 20 000 sur la table et de dire je me lance, j'achète mon captar, je fais mon machin. Voilà. Moi, le truc, je trouve que c'est important parce que de mettre en avant justement cette association que vous avez, parce que vous jouez main dans la main et vous mettez en avant en fait une façon de fonctionner qu'ont pas les assureurs lambda. Alors je sais pas si c'est dû au fait que vous soyez grossiste en assurance ou je pense que ça vient plus de la démarche déjà, parce que même sur la moto à l'époque vous aviez une démarche qui était différente justement des autres assureurs et je trouve que cette démarche-là elle est pas assez mise en avant. Moi ce que je trouve important c'est de bien dire aux bichons qui veulent se lancer et prenez votre assurance. Faites votre business plan, prenez votre sirette, mais ne lésignez pas sur l'assurance décennale, la RC. C'est lesquelles qui sont obligatoires? C'est décennale et RC? La RC, enfin la décennale est obligatoire, mais prenez au moins la RC, quoi. Enfin, tu vois, voilà, au moins celle-ci, quoi. Donc, et voilà. Et après, passez par une assoce si jamais, pour X raison, April vous a dit vous rentrez pas dans nos critères. N'hésitez pas à passer. On passe pas par la porte, on rentre par la fenêtre, mais voilà, franchement, allez-y là-dessus et ne gâchez pas ça, quoi. L'autre truc, qui est-ce qui va se charger? Parce que moi, on a fait, l'émission est bientôt finie, mais je voudrais qu'on explique un peu aux bichons, qu'on récapépète pour tout le monde. Comment est-ce que ça se passe? Qui est-ce qui nous fait le récap? De A à Z, je monte ma boîte. Qu'est-ce qu'il fait? Je peux y aller. Fred, tu prendras le relais sur l'assurance et Ayat, tu vas sur le... Non, alors... On résume, Ayat. Hein. En résumé, alors, c'est vrai que la première chose à faire, c'est... Être au chômage. Pardon. C'est le mieux. C'est le mieux. Mais non, c'est identifier là où on a vraiment la sensation d'avoir une valeur ajoutée. Ok. Hein, donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on sait faire? Ensuite, se rapprocher effectivement des CCI, du territoire, du conseil régional. Aller regarder quand même en termes d'aide à l'entrepreneuriat tout ce qui se passe dans sa région, dans son secteur, quitte à prendre des rendez-vous, etc. pour bien monter le business model. Se faire accompagner si vous avez le droit à un accompagnement gratos. Sinon, peut-être prendre un comptable, juste un rendez-vous avec un comptable pour qu'il vous dise en termes de trésor et tout comment ça va. Un petit prévisionnel avec le comptable avant d'aller voir le banquier. Et comme ça, le banquier, il va voir que tout a été bien prévu. Ça, je te coupe. Les bichons, on n'y pense pas. C'est super important. Le prévis, mais arrivez pas avec un prévis fait sur une petite feuille papier au crayon. Arrivez avec un prévis qui est fait par un comptable, avec un papier relié, etc. Je vous jure que vous aurez quand même beaucoup plus de poids chez le banquier. On va pas se dire c'est qui ce guignolo qui arrive avec ces deux trucs. Voilà, c'était juste pour dire, insistez là-dessus parce que les gens vous connaissent pas et au début, on est vraiment sur le visuel et la première sensation que les gens vont avoir de vous. Voilà, j'insiste, je te redonne la parole. T'as été parfait, Romain. Et donc, ce prévisionnel, c'est vrai qu'il va bien aider, même si ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des entrepreneurs, le réel n'est pas le prévisionnel. Donc ça, faut pas se stresser. Après, la vraie vie, c'est jamais comme le papier, mais le papier, il va rassurer tout le monde. Et donc après, effectivement, il vaut presque mieux, avant d'avoir le SIRET, d'aller voir le banquier ou les gens qui peuvent, si le banquier veut pas vous financer, je vous conseille d'aller voir un de nos partenaires qui est super, qui s'appelle l'ADIE, ADIE, qui fait du microcrédit et donc qui est là pour faire un crédit bancaire à tous les gens que les banques ne veulent pas financer. Et ensuite, effectivement, une fois que tout ça est fait, on y va, quoi. On va sur le site micro-entreprise et puis là, on peut avoir son SIRET. Ça dure combien de temps à peu près ? Pour créer, je me lance là, je veux mon cabis, j'en ai pour combien de temps? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est quand même à minima 3 mois. Ouais, voilà. Ouais. Tu vois, voilà, c'est pas négligeable, parce que 3 mois, il faut le prévoir. Quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se lancent un peu en mode comme ça, parce qu'ils n'ont pas anticipé, je pense, ce délai de 3 mois. Oui, parce que si on veut prendre les rendez-vous avec tout le monde, sachant que tu n'as pas d'assurance, tant que tu n'as pas le cabis. Tant qu'il n'y a pas le cabis, voilà, parce que même pour venir chez nous, il faut avoir ton cabis. Donc, anticipez le truc, parce que
si vous arrivez et que vous dites bah, moi j'ai des chantiers qui rentrent à tel moment, vous allez obligatoirement bosser un moment sans assurance. Donc anticipez le truc, parce que 3 mois, voilà, c'est pas négligeable. 3 mois, c'est à prévoir dans le business plan au début, quoi. Donc, ok, on fait ça. Ensuite, on se rapproche de toi pour trouver une assurance avec April et regarder quelle solution nous convient le mieux. C'est ça, Fred? C'est parfait. Il toi. est parfait, hein. Ah, Il est parfait. Non, mais... Il n'y a rien à dire. Ça, c'est un gars de chez vous qui va le gérer? Oui, tout à fait. Ou c'est eux directement? En fait, c'est notre équipe qui gère ça. Et on fait ça effectivement très rapidement, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est laisser nos entrepreneurs gérer sans solution. Comme je te disais tout à l'heure, c'est toujours compliqué. Donc voilà, on fait ça vraiment très très rapidement. La plupart du temps, dans la journée, c'est fait, quoi. On a la proposition, le devis dans la journée. C'est-à-dire que toi, tu as déjà en général tout ratissé avant, tu sais exactement ce qu'ils demandent et tout, ça va plus vite, quoi. Oui, si on a tous les éléments, enfin, il n'y a pas de raison de tarder, quoi. Donc voilà. Après, c'est juste comment on fait un prélèvement mensuel. Enfin, oui, après, voilà, on est d'accord. On étale les primes pour que ça soit le plus souple pour nos entreprises. Mais même système que quand tu achètes une voiture, tu as une carte verte provisoire, tu vois ce que je veux dire? Oui. Entre le moment où tu as ton... tu peux dire immatriculation en cours, je m'assure, ou pas du tout, par exemple? Immatriculation en cours, je peux pas, parce que je suis obligé de mettre le numéro de sirène. Mais une fois que j'ai le numéro de sirène, moi, on émet l'attestation. Et après, il y a un effet de confiance. On considère que les entreprises, qu'ils passent d'ailleurs par chez toi, Hayat, ou même qui viennent directement nous voir, on considère qu'ils sont de bonne foi. Donc, on émet l'attestation annuelle. Ah oui. Et puis, écoute, encore une fois, ça fait partie du bourreau de l'assureur de prendre des risques. Et puis, de temps en temps, effectivement, on a des gens qui ne payent pas. Mais c'est comme ça. Ces gens-là s'autorayent du de système. toute façon, c'est ça. Après, quand tu commences à pas payer ton assureur, en général, c'est pas. Et tes fournisseurs et tes clients, là, non, mais voilà. Elle commence bien la boîte, quoi, quand ça commence. Voilà, c'est ça. Ouais, ça dure jamais très longtemps, quoi. Moi, je voudrais qu'on termine du coup l'émission avec un petit conseil. Qu'est-ce que si je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous me donneriez comme conseil? Alors, on va prendre la partie conseil un peu associatif, qui a la partie globale, et après, je voudrais bien ton conseil en tant qu'assureur, de façon. Écoute, nous, quand on fait des études auprès de nos entrepreneurs et qu'on leur dit c'est quoi votre principal problème, c'est quand même trouver des clients. Donc, c'est le commercial, quoi. Donc, je dirais que peut-être avant de se lancer, en fait, bien communiquer tout de suite auprès de son réseau, commencer à faire marcher le bouche à oreille, quoi. Ouais, je pense que tu as mis le point. C'est un système qui, en France, n'est pas développé. C'est un terme très ricain. Le networking, c'est créer son réseau et ne pas hésiter à faire des cartes de visite alors que vous n'avez pas encore votre boîte. Mais commencer à dire aux gens, écoute, tu sais quoi, ça me gonfle, je vais me mettre à mon compte, j'estime que j'ai envie de travailler d'une certaine façon que je ne retrouve pas, je vais monter ma boîte, garde mes coordonnées, on se tient au jus, dans quelques temps je suis à mon compte. Mais commencez-le avant, parce qu'elle a raison, quand vous avez un trou au moment où vous montez. Soit vous avez déjà des chantiers, et là c'est plus la galère parce que t'es pas encore immatriculé, tu dois bosser. Mais montez votre truc et faites-vous de la pub avant. Et moi je rajouterais, allez-y sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Insta, n'importe quoi. Insta, c'est plus la photo juste de votre bouffe, quand vous êtes au restaurant, etc. Maintenant c'est porteur, quoi. Donc avant, après, ça marche bien. Le chantier avant, le chantier après, ça marche hyper bien. Ah mais... Ouais. Et toi, d'un point de vue... Qu'est-ce que tu devrais donner comme conseil à un entrepreneur? Moi, sincèrement, si on était sur de la création, je ne parlerais même pas d'assurance. Enfin, ce n'est pas le conseil que je donnerais. Moi, le premier conseil que je donnerais comme ça, mais c'est du Frédéric Fleury, il faut que le gars, il ait vraiment un business plan qui tienne. C'est-à-dire qu'il se dise, qu'est-ce qu'il faut que je sorte comme chiffre d'affaires? La typologie de mes clients? Je ne parle même pas d'assurance, là, on oublie. Voilà, c'est de se dire quels vont être mes frais. Tu parlais tout à l'heure d'une voiture. Moi, le nombre d'entrepreneurs qui venaient, qui n'avaient pas d'outils, qui n'avaient pas d'argent pour acheter. Je dis, mais pourquoi vous créez? Ne vous créez pas, là. Vous êtes en train d'être sous-traitant. Vous devenez tâcheron, puis ça va pas durer. Ayez un vrai business. Retournez en salarié, ça sera plus rentable. C'est mieux. Et souvent, ils sont poussés par des patrons qui sont un peu malveillants, qui leur disent comme ça, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu le problème de l'auto-entrepreneur, c'est que ça coûte moins cher pour un patron de prendre un auto-entrepreneur qu'un salarié. Voilà. Donc voilà, plutôt un bon business plan, en disant c'est quoi mon type de clientèle et qu'est-ce que je veux faire. Et après viendra tout le reste. L'assurance, ça viendra après. Une fois que le truc il est solide, que tu as des clients, comme tu le disais à Hayat, après tu peux aller voir ton assureur pour dire allez, avant de démarrer,
Maintenant, je dis à mon assureur, voilà ce que je veux faire comme activité. Je fais un peu le tour du marché et puis après, en voiture. Bah, je pense que c'est bien résumé. La seule chose que je rajouterais, moi, c'est encore une fois dans une idée de développement d'entreprise. Ne partez pas du principe que vous serez auto-entrepreneur toute votre vie. C'est-à-dire que vous montez, vous utilisez le statut d'auto-entrepreneur ou de n'importe quel statut pour commencer parce que ça vous rassure, etc. Dites-vous bien que si votre boîte elle marche, vous resterez pas auto-entrepreneur. Il y a un moment, il va falloir développer, etc. C'est une étape. Vous avez la chance maintenant, par rapport à quelques années, de trouver des assurances qui vont vous suivre dans cette démarche-là. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On va être clair que peu importe qui on avait comme assureur, allez-y, foncez, et puis il n'y a pas de mauvaises idées. Donc si vous avez une idée là-dessus, lancez-vous. Le tout, c'est de bien réfléchir et de, comme tu dis, d'avoir les tenants et les aboutissants de ce qu'on va faire et d'où on met les pieds. Voilà, c'était mon petit conseil à moi. On va dire bye bye à tout le monde parce que ça fait un petit moment déjà. Les bichons, on vous dit à bientôt. Ça nous a fait super plaisir de vous recevoir pour cet Instant Pro. Merci à April et puis merci à l'entrepreneur de la cité. Merci. Allez, ciao les bichons. À la prochaine les bichons. Au revoir.